Tragiquement, environ 150 000 personnes meurent chaque jour dans le monde. Beaucoup de ces décès sont causés par des maladies cardiovasculaires, le cancer et diverses autres maladies, mais aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs décès qui ont eu des causes très inhabituelles. D'un meurtre qui détient en fait un record du monde Guinness à un crash d'avion dont vous ne devineriez jamais la cause. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour accéder à des vidéos non coupées et à d'autres avantages, ou vous pouvez me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Merci à toutes celles qui y pensent. Cette vidéo contient des scènes de mort pouvant choquer. La prudence est de mise pour les spectateurs sensibles. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi et regarder une version non coupée et sans publicité de cette vidéo, qui couvre 2 morts supplémentaires qui n'étaient pas adaptées à ce classement. Alexandre Litvinenko était un ancien officier du service fédéral de sécurité russe ou service fédéral de sécurité spécialisé dans les activités antiterroristes et l'infiltration du crime organisé. Au début des années 1990, il a découvert divers liens entre des hauts dirigeants des forces de l'ordre russes et des groupes de la mafia russe, et il a écrit à Boris Eltsine, le président de l'époque, au sujet de ses découvertes. Malgré cela, et bien qu'il ait également rencontré le directeur du service fédéral de sécurité et le directeur adjoint des affaires internes, rien n'a été fait à ce sujet. Et Alexandre a commencé à se rendre compte que ce qu'il avait découvert n'était pas un cas isolé, mais que tout le système était corrompu. Le 25 juillet 1998, le supérieur d'Alexandre, Boris Berezovsky, l'a présenté à Vladimir Poutine, qui ce jour-là est devenu le directeur du service fédéral de sécurité. Alexandre lui a parlé de la corruption qu'il avait découverte, mais Poutine n'avait pas l'air de s'en soucier, et rien qu'à cette réunion, Alexandre a même eu l'impression qu'il le détestait. Quelques mois plus tard, Boris a écrit une lettre ouverte à Poutine dans un journal national, alléguant que 4 hauts responsables de la direction de l'analyse et de la répression des groupes de criminels avaient ordonné son assassinat. Peu de temps après, Alexandre a tenu une conférence de presse aux côtés de 4 autres officiers pour discuter de son prétendu plan d'assassinat. Les officiers ont également affirmé que leurs supérieurs leur avaient ordonné de tuer, d'enlever ou de piéger des hommes politiques et des hommes d'affaires non russes de premier plan. Sans surprise, après avoir fait ces allégations, Alexandre a été renvoyé de son poste au service fédéral de sécurité et il a été révélé plus tard que Poutine avait personnellement ordonné son licenciement. En octobre 2000, quelques mois après que Poutine soit devenu président, Alexandre et sa famille se sont rendus en Angleterre où ils ont demandé l'asile politique qui leur a finalement été accordé en mai 2001. Il a rapidement commencé à faire campagne contre le gouvernement de Poutine aux côtés de Boris, qui avait lui aussi déménagé en Angleterre et obtenu l'asile politique en 2003. En 2002, Alexandre a été condamné par contumace en Russie pour corruption et a écopé d'une peine de prison de 3 ans et demi, mais bien sûr, il est resté en Angleterre où il a finalement été recruté par le Military Intelligence, SIS en tant que consultant, fournissant des informations sur des responsables du gouvernement russe et leurs liens avec le crime organisé qui sévissait en Europe, en particulier en Espagne. Peu de temps après sa condamnation, Alexandre a été averti qu'une unité du service fédéral de sécurité avait été chargée de l'assassiner. Pendant tout son séjour en Angleterre, Alexandre a formulé diverses allégations concernant le gouvernement russe dans les livres qu'il a écrits et lors d'interviews, notamment que de nombreux terroristes, parmi les plus notoires au monde, comme Saddam Hussein et les dirigeants d'Al-Qaïda, étaient liés au KGB et au service fédéral de sécurité, et il a également attribué diverses attaques terroristes au gouvernement russe. Il a également formulé un certain nombre d'allégations concernant Poutine personnellement,
l'accusant d'avoir ordonné l'assassinat d'une journaliste russe nommée Anna Politkovskaya et, peut-être plus choquant encore, affirmant que Poutine est un pédophile, bien qu'il ne semble pas y avoir de preuves crédibles pour étayer cette affirmation. En 2005, Andrei Lugovoy, qu'Alexandre avait rencontré pour la première fois dans les années 90 alors qu'ils travaillaient tous les deux pour Boris Berezovsky, a contacté Alexandre pour lui demander s'ils pouvaient se rencontrer et discuter d'une éventuelle collaboration. En octobre 2006, ils ont finalement fini par se rencontrer avec Dmitri Kovtun également, lui aussi ancien officier du KGB. Mais les intentions d'Andrei et de Dmitri n'étaient pas aussi innocentes qu'ils le prétendaient. En vérité, leur plan était d'assassiner Alexandre. Selon le Guardian, je cite, « Les hommes venus de Moscou transportaient ce que Kovtun a avoué à un ami être un poison très coûteux. Il en savait peu sur ses propriétés. Le poison était du polonium-210, un isotope radioactif rare, minuscule, invisible, indétectable. Ingéré, il était létal. Le polonium provenait d'un réacteur nucléaire dans l'Oural et d'une chaîne de production dans la ville russe de Sarov. Un laboratoire secret du Service fédéral de sécurité, l'Institut de recherche de l'agence, l'a ensuite transformé en une arme facilement transportable. La qualité des tueurs à gages de Moscou avait décliné depuis les jours de gloire du KGB. Leur première tentative dans une salle de bal de la rue Grosvenor n'avait pas fonctionné. Ils avaient attiré Litvinenko à une réunion d'affaires où, comme l'a montré plus tard la trace de radiation, ils avaient versé du polonium dans sa tasse ou son verre, mais Litvinenko n'a pas touché à sa boisson. Au 1er novembre 2006, il était obstinément en vie. Le 1er novembre 2006, Alexandre a de nouveau rencontré Andrei et Dimitri, cette fois à l'hôtel Millennium à Londres. Plus tôt dans la journée, Alexandre déjeunait avec l'un de ses associés. Pendant ce temps, Andrei est arrivé à l'hôtel juste après 15h30 et a demandé où se trouvaient les toilettes. Moins de 15 minutes plus tard, Dimitri a fait exactement la même chose, je cite. Puis, à 15h45, Kovtun répète la même procédure, demande son chemin, disparaît dans les toilettes des hommes et réapparaît 3 minutes plus tard. C'est une silhouette frêle. Que faisaient les deux hommes là-bas, se lavant les mains après avoir posé le piège au polonium, ou préparaient-ils le crime, un crime odieux, dans le sanctuaire de l'une des cabines? Les analyses allaient révéler une contamination massive par rayonnement alpha dans la deuxième cabine à gauche, 2600 coups par seconde sur la porte, 200 sur la chasse d'eau. D'autres traces de polonium ont été trouvées sur et sous le sèche-cheveux pour hommes à plus de 5000 coups par seconde. Les scientifiques les qualifiaient de déviations à pleine échelle, des mesures si élevées qu'elles excédaient les limites de l'appareil. Le système multiplex montre quelqu'un d'autre arrivant à 3h, 59 minutes et 41 secondes, une personne en forme portant une veste en jean bleu avec un col beige. Il est sur son téléphone portable. C'est Litvinenko sur le bord flou de l'image. Il appelle Lugovoy depuis le hall de l'hôtel pour lui dire qu'il est arrivé. La vidéosurveillance ne nous en dit pas beaucoup plus, à part un détail important. Litvinenko ne se rend jamais aux toilettes de l'hôtel. Il n'est pas la source du polonium. Ce sont ses compagnons russes, devenus bourreaux, qui l'apportent avec eux à Londres lors de cette deuxième tentative d'empoisonnement. Cette fois, leur tentative a réussi. Les 3 hommes se sont retrouvés au bar à pin de l'hôtel et Andrei et Dimitri ont commandé différentes boissons, dont une théière de thé vert. Alexandre ne pouvait vraiment rien s'offrir pour lui-même dans un établissement aussi cher et Andrei l'avait prévu. Alors vers la fin de la réunion, il a dit à Alexandre qu'il restait du thé dans la théière et qu'il pouvait en prendre s'il le souhaitait. Alexandre a versé le reste du thé dans une tasse. Il n'y en avait qu'une demi-tasse environ et il en a bu 3 ou 4 gorgées. Il a dit qu'il était froid, qu'il n'y avait pas de sucre et qu'il n'aimait pas vraiment le goût, donc il ne l'a pas fini, mais cela n'avait pas d'importance. Il avait déjà ingéré une dose mortelle du poison. Plus tard dans la soirée, il a commencé à vomir et a rapidement eu la diarrhée avec du sang dedans. Il est devenu faible et tremblant et à un moment donné, il ne pouvait plus marcher sans aide.
Le 3 novembre, il a été emmené à l'hôpital où il a d'abord été soigné pour une gastro-entérite. Les médecins n'avaient aucune idée qu'il avait été empoisonné avec une substance radioactive et Alexandre, qui avait utilisé un pseudonyme à l'hôpital, évitait de leur dire ce qui s'était passé, même s'il soupçonnait André et Dimitri d'y être pour quelque chose. Son état s'est aggravé au cours des jours suivants et il a finalement révélé aux médecins sa véritable identité et qu'il pensait avoir été empoisonné. À ce moment-là, il a été transféré dans un autre hôpital pour des soins intensifs. Il a fallu encore 5 jours pour que la méthode d'empoisonnement soit identifiée comme étant le polonium-210, mais à ce stade, les dégâts étaient déjà faits. Le 22 novembre, Alexandre a fait 2 arrêts cardiaques et bien que les médecins aient réussi à le réanimer, cela s'est reproduit le lendemain et cette fois, ils n'ont rien pu faire. Il est mort à 44 ans. Peu de temps avant sa mort, il a dit, je cite, « Vous pouvez réussir à faire taire un homme, mais le hurlement de protestation du monde entier, Monsieur Poutine, résonnera dans vos oreilles pour le reste de votre vie. » Il peut s'en faire. À la fin du mois de janvier de l'année suivante, la police britannique a annoncé qu'elle avait résolu le meurtre d'Alexandre et qu'elle prévoyait d'inculper Andreï, qui était déjà retourné en Russie à ce moment-là. Andreï a nié avoir tué Alexandre et a affirmé que les accusations portées contre lui étaient motivées politiquement. Le ministère britannique des Affaires étrangères a officiellement demandé l'extradition d'Andreï afin qu'il soit jugé pour le meurtre, mais la constitution russe interdit l'extradition de ses citoyens vers des pays étrangers, donc la demande a été refusée. Les citoyens russes peuvent être condamnés par des tribunaux russes pour des crimes qu'ils ont commis dans d'autres pays, mais si Alexandre avait raison et que Poutine avait ordonné son assassinat, les chances que les auteurs soient condamnés en Russie étaient plutôt minces. Il y a bien eu une enquête criminelle en Russie, mais elle a conclu que Boris Berezovsky était probablement responsable. Des traces de polonium-210 ont été retrouvées dans l'un des bureaux de Boris après la mort d'Alexandre, mais Alexandre avait visité ce bureau peu de temps après avoir été empoisonné et avant de commencer à ressentir des symptômes, donc cela ne constituait certainement pas une preuve de l'implication de Boris. En fin de compte, bien que la Cour européenne des droits de l'homme ait conclu hors de tout doute raisonnable qu'André et Dimitri avaient assassiné Alexandre, personne n'a jamais été condamné pour sa mort. Bien sûr, il n'est pas rare que des gens meurent empoisonnés, c'est une méthode de meurtre qui existe depuis des siècles, mais le type d'empoisonnement dans ce cas est très inhabituel. En fait, Alexandre est la seule victime confirmée d'un empoisonnement malveillant au polonium et il détient même le record du monde Guinness du premier meurtre par radiation. Le polonium-210 était en fait une arme de meurtre assez intelligente, étant donné que personne n'était connu pour l'avoir utilisée avec succès auparavant, donc ce n'est que lorsqu'Alexandre était sur son lit de mort que la substance a été identifiée, et à ce moment-là, il était bien trop tard pour le sauver. Je doute que les médecins auraient pas pu faire quoi que ce soit de toute manière. Le polonium est 250 000 fois plus toxique que le cyanure en poids et un seul microgramme suffit largement à tuer un adulte moyen. On estime qu'un gramme de polonium suffirait à tuer 50 millions de personnes et à en rendre 50 millions d'autres malades. Cependant, il ne peut causer des dégâts que s'il est ingéré ou inhalé, car il ne peut pas traverser une peau intacte, ce qui explique pourquoi André et Dimitri ne sont pas tombés malades ni morts en le manipulant. Philae était une compagnie aérienne basée en République démocratique du Congo, fondée en 1987 et qui a cessé ses activités en 2015. Elle figurait sur la liste des compagnies aériennes interdites dans l'Union européenne, l'empêchant d'y opérer. Union européenne ni entrer dans l'espace aérien d'aucun de ses États membres. En fait, toutes les compagnies aériennes réglementées par les autorités du Congo sont également interdites dans l'Union européenne en raison de préoccupations liées à la sécurité. Les accidents d'avion sont fréquents au Congo en raison d'un mauvais entretien et de normes de sécurité aérienne laxistes.
Selon la British Broadcasting Corporation en 2019, je cite, « La part du Congo dans le trafic aérien mondial est minuscule, moins de 0,1%, mais il a représenté près de 4% du total des incidents aériens depuis 2010. » Phil Air avait déjà connu quelques accidents par le passé. Le premier a eu lieu en 1988 lorsque l'avion atterrissait à l'aéroport de Chicapa. Malgré les dommages irréparables subis par l'avion, aucune victime n'est à déplorer. Il n'y a pratiquement aucune information en ligne sur le deuxième crash, peut-être parce qu'il s'est produit le même mois que l'accident du vol États-Unis Air 1016 qui a tué 37 personnes et en a grièvement blessé 20 autres. Tout ce que j'ai pu découvrir sur l'accident du Philae, c'est qu'il a eu lieu en Angola en 1994 et que l'avion a été déclaré perte totale par la suite. Cet incident ne figure pas sur la liste des accidents mortels que j'ai trouvés en Angola, donc je suppose que personne n'est mort. Le troisième accident est cependant mieux documenté, et sa cause était l'une des plus inhabituelles que j'ai jamais entendues. Le 25 août 2010, un avion de passagers Let-El 410 turbolé, exploité par Philae, a décollé de Kinshasa, la capitale du Congo. C'était un vol intérieur avec des escales à Kiri, Bokoro, Semendoa et Bendundu avant de revenir à Kinshasa. L'appareil était un modèle plus récent capable d'atterrir sur des pistes courtes et non goudronnées et de fonctionner dans des conditions extrêmes, ce qui était idéal pour certaines opérations de Philae. Cependant, il n'était pas conçu pour résister à la situation étrange qui s'est finalement produite. Le pilote était en fait le propriétaire de Philae, un Belge de 62 ans nommé Denny Philamotte, et son copilote était Chris Wilson, âgé de 39 ans. Il y avait 18 passagers et une hôtesse de l'air. Alors que l'avion approchait de l'aéroport de Bandundu vers 13h, il s'est écrasé sur une maison à environ 1 km avant la piste d'atterrissage. Personne n'a été blessé au sol, mais 19 des 21 personnes à bord ont été tuées sur le coup et l'un des 2 survivants, qui avait été transporté à l'hôpital, est décédé plus tard de ses blessures, ne laissant qu'un seul survivant, l'un des passagers. Un survivant humain, c'est-à-dire il y avait aussi un survivant reptilien. Le ministère congolais des Transports a ouvert une enquête sur l'accident et au début, cela semblait un peu mystérieux. Ils ont d'abord soupçonné que l'avion était à court de carburant, mais il a ensuite été déterminé qu'il restait 150 litres de carburant. Il n'y avait pas d'autre cause évidente, et ce n'est que lorsque la seule survivante de l'accident a parlé avec les enquêteurs que l'on a su ce qui s'était passé. Selon la femme, l'un des autres passagers avait fait passer en contrebande un crocodile à bord de l'avion qu'il prévoyait de vendre après l'atterrissage. Il était dans un sac de sport, et alors que l'avion descendait pour atterrir, le crocodile s'est échappé du sac, provoquant la panique parmi les passagers. L'hôtesse de l'air s'est précipitée vers le cockpit et tous les passagers l'ont rapidement suivi, ce qui a provoqué un déplacement de poids et a déséquilibré l'avion. Le pilote n'a pas réussi à rééquilibrer l'avion et par conséquent, il s'est écrasé. Bien que le crocodile ait survécu à l'accident, il a été tué à la machette par les autorités peu de temps après. Bien que cette explication de l'accident soit la plus largement acceptée dans les médias, il est important de noter que l'enquête officielle n'a pas pu tirer de conclusions définitives, faute de disposer des données de l'enregistreur de vol. L'un des enquêteurs a déclaré que les affirmations du survivant étaient extrêmement improbables, mais qu'il ne les excluait pas complètement. Évidemment, je ne suis pas une experte en accident d'avion, mais à moins que le survivant ait carrément menti, ce serait quand même une sacrée coïncidence si l'incident avec le crocodile avait vraiment eu lieu et que l'avion s'était écrasé en même temps à cause d'une cause totalement indépendante. Le 11 janvier 2013, le corps de Kendrick Johnson, âgé de 17 ans, a été retrouvé la tête en bas, enroulé dans un tapis de gymnastique au lycée Land, en Géorgie, où il était élève. Bien que les circonstances aient d'abord semblé potentiellement suspectes, la mort a finalement été classée comme un accident après une enquête de 4 mois, la cause étant une asphyxie positionnelle.
On pense que Kendrick avait rangé une paire de chaussures dans les tapis, comme le faisaient d'autres élèves, et qu'il essayait de les récupérer lorsqu'il s'est retrouvé coincé et n'a pas pu ressortir. Cela a été confirmé par un autre élève qui partageait une paire de chaussures Adidas avec Kendrick et qui a déclaré qu'après le cours de sport, Kendrick allait, je cite, « vers les tapis, sauter et lancer les chaussures à l'intérieur au milieu du couloir ». Cependant, les parents de Kendrick pensaient qu'il avait été assassiné. En juin 2013, ils ont fait exhumer le corps de Kendrick et ont demandé qu'une autopsie indépendante soit réalisée. Non seulement cette autopsie a déterminé que la cause du décès était un traumatisme contondant, mais elle a également découvert que ses organes avaient été remplacés par du papier journal. Le salon funéraire a été interrogé et ils ont affirmé qu'ils n'avaient jamais reçu les organes de Kendrick et qu'on leur avait dit qu'après l'autopsie, les organes avaient été détruits naturellement et jetés par le procureur. Le bureau du secrétaire d'État de Géorgie a déterminé que le salon funéraire n'avait pas respecté les meilleures pratiques et que d'autres matériaux auraient été plus appropriés pour rembourrer le corps, mais a finalement conclu qu'il n'y avait pas eu de véritable faute. Malgré tout, cela semblait suspect aux parents et ils ont poursuivi le salon funéraire en justice, convaincus qu'il y avait une conspiration à grande échelle. En octobre 2013, l'enquête sur la mort de Kendrick a été rouverte. D'autres détails potentiellement suspects dans l'affaire incluent la présence de projections de sang sur les murs du gymnase où le corps a été retrouvé. Des essuie-tout couverts de sang ont été retrouvés dans la poubelle des toilettes des filles. Les chaussures qu'il portait ce jour-là ont été retrouvées coincées dans le tapis à côté de ses jambes plutôt que sur ses pieds. 2 des caméras de vidéosurveillance de l'école n'avaient pas d'image ce jour-là. L'une manquait 1 heure et 5 minutes d'enregistrement et l'autre 2 heures et 10 minutes. En 2015, le magazine Ebony a publié une série d'articles nommant 2 élèves comme suspects possibles dans la mort de Kendrick, même si je ne suis pas sûre que ces élèves aient jamais été officiellement considérés comme suspects dans l'enquête. Ils étaient pas frères et étaient les 2 seuls élèves à avoir refusé d'être interrogés par la police sur les conseils de leur père, qui leur a également engagé un avocat. 2 ans avant la mort de Kendrick, ils se seraient apparemment battus avec le frère cadet. Leur père était agent du FBI, ce qui a alimenté la théorie d'une dissimulation suggérée par la famille de Kendrick. En juin 2016, il a été annoncé que l'enquête serait à nouveau close et qu'aucune charge criminelle ne serait retenue, avec une déclaration du département de la justice, je cite, « Après une enquête approfondie sur cet événement tragique, les enquêteurs fédéraux ont déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que quelqu'un ou un groupe de personnes avait intentionnellement violé les droits civils de Kendrick Johnson ou commis tout autre crime fédéral poursuivable. » La famille de Kendrick ne pouvait toujours pas accepter que sa mort soit un accident et avait intenté un procès de 100 millions de dollars contre 38 personnes, dont 3 camarades de classe de Kendrick, ainsi que divers responsables locaux, d'État et fédéraux. Ils ont allégué que l'agent du FBI avait demandé à ses 2 fils et à un camarade de classe d'attaquer Kendrick, ce qui a entraîné sa mort, et que toutes les personnes nommées dans la plainte avaient, d'une manière ou d'une autre, participé à une conspiration pour dissimuler le meurtre. La famille a finalement retiré la plainte et le juge leur a ordonné, ainsi qu'à leur avocat, de payer plus de 292 000 $ de frais juridiques aux défendeurs et les a également accusés d'avoir fabriqué des preuves pour étayer leurs allégations. Bien que les circonstances entourant la mort de Kendrick puissent sembler potentiellement suspectes lorsque l'on en entend parler pour la première fois, 3 enquêtes criminelles ont désormais conclu qu'il s'agissait d'un accident, puisque l'affaire avait été rouverte en 2021 par le shérif du comté de Lund, qui avait offert 500 000 $ de sa propre poche comme récompense pour toute information menant à une condamnation pour meurtre. 13 mois plus tard, cette enquête a également été close, sans qu'aucune charge ne soit retenue, et le shérif du comté a déclaré, je cite, « Il n'y a eu ni homicide, ni dissimulation, ni complot dans la mort de l'adolescent en janvier 2013. » Du Kravander. C'était simplement un accident tragique et étrange.
Je me souviens avoir entendu parler de la mort de Kendrick à l'époque où c'est arrivé et j'étais assez sûre que c'était un meurtre. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé avec le procès civil, ni que la famille avait été accusée d'avoir fabriqué des preuves à ce sujet. Il y avait en fait un très bon article sur le subreddit Unresolved Mysteries qui m'a en grande partie convaincu qu'il s'agissait en réalité d'une mort accidentelle. Voici quelques extraits. Chaque élève présent dans le gymnase où Kendrick a été retrouvé a été interrogé ce jour-là et les témoignages de tout le monde concordaient. Une vidéo de la scène a été prise. 2 paires de chaussures ont été retrouvées dans le tapis avec Kendrick. Une paire de chaussures qu'il portait était retirée de ses pieds et posée sur son corps, près de ses pieds et de ses jambes. Une autre paire, celle qu'il essayait de récupérer, se trouvait sur le sol sous son corps, près de sa tête. Le seul sang nouveau trouvé sur les lieux se trouvait à l'intérieur du tapis. Aucune trace de sang n'a été trouvée à l'extérieur du tapis, ni sur le livre scolaire et le dossier jaune que portait Kendrick. Aucune trace de sang n'a été trouvée sur ses membres inférieurs, ni sur les chaussures qu'il portait. Du vieux sang a été trouvé sur une colonne près des tapis, mais il a été déterminé qu'il ne provenait pas de Kendrick. Des mouchoirs ensanglantés ont été trouvés dans la poubelle des toilettes des filles du gymnase. Je ne comprends pas en quoi cela pourrait être suspect ou inhabituel, mais le comté de Landis l'a analysé et il s'est avéré qu'il s'agissait d'acide désoxyribonucléique féminin. Une fille a signalé au comté de Landis qu'elle avait reçu un drapeau en plein visage pendant un entraînement et que les mouchoirs ensanglantés étaient à elle. Aucune trace de sang n'a été trouvée sur la 2e paire de chaussures. Le sang avait coulé de Kendrick sur le sol, formant une flaque autour des chaussures sous lui, ce qui, selon moi, indique clairement que Kendrick n'a pas saigné avant d'entrer dans ce tapis, mais seulement après. En juin 2013, avec l'aide financière et administrative de la National Association for the Advancement of Colored People et de la Southern Christian Leadership Conference, la famille Johnson a organisé l'exhumation du corps de Kendrick pour qu'une autopsie indépendante soit réalisée par le pathologiste privé, le docteur William Anderson. C'est lors de cette autopsie qu'il a été tristement découvert que les organes de Kendrick étaient manquants et que son corps avait été rempli de journaux. L'État de Géorgie a déterminé que même si ce n'est pas la meilleure pratique, remplir les cavités du corps avec du papier journal n'est pas illégal et que la maison funéraire n'a enfreint aucune loi. La famille Johnson a décidé de poursuivre la maison funéraire en justice. Lors de la 2e autopsie, l'Adré Anderson a contesté les conclusions du Georgia Bureau of Investigation et a déterminé que Kendrick était mort d'un traumatisme contondant du côté droit du cou. Comment a-t-elle conclu cela ? À partir d'un hématome de 2 à 3 cm, c'est tout. Pas de fracture du cou ou des os de la gorge, aucun signe d'exsanguination interne, juste un petit hématome de moins de 2,5 cm de long. Et apparemment, c'est la première et unique fois dans l'histoire qu'une telle blessure a été la cause du décès. Il est important de préciser que la Dr Anderson n'affirme pas que Kendrick a été battu. Elle n'a jamais déclaré que les blessures au visage de Kendrick provenaient d'autre chose que du glissement de la peau dû à sa position. Les seules personnes qui affirment que Kendrick a été battu à mort sont les Johnson et leurs partisans, et pour ce que ça vaut, la Dr Anderson est désormais pathologiste privée après avoir été renvoyée de l'État de Floride pour une multitude d'actions non professionnelles et contraires à l'éthique de sa part. Lee Touchstone, en suivant les informations fournies par la famille Johnson et leurs avocats, a découvert que les membres de la famille ainsi que les avocats lui mentaient, ainsi qu'aux médias, sur de nombreux aspects de l'affaire. Touchstone a ensuite démissionné de la National Association for the Advancement of Colored People, écœuré par leur implication continue auprès de la famille Johnson. Touchstone a ensuite commencé à travailler avec le révérend Rose et la Southern Christian Leadership Conference qui ont de nouveau enquêté sur la mort de Kendrick et ont conclu sans aucun doute que Kendrick était décédé accidentellement. C'est Kenneth Johnson qui a identifié le corps de son fils. Il a affirmé aux médias qu'en procédant à l'identification, il a remarqué que la pièce ainsi que le tiroir de stockage dans lequel se trouvait Kendrick étaient chauffés. Jackie Johnson a également repris cela et a déclaré aux journalistes que le laboratoire criminel de Valdosta avait intentionnellement chauffé les restes de son fils afin de détruire des preuves. Cela est fortement contesté par Lee Touchstone, qui a visité le laboratoire et a personnellement vérifié que des alarmes sont activées pour se déclencher si la température de la pièce ou du stockage dépasse la température appropriée.
Elle a également vu les générateurs de secours chargés de maintenir le laboratoire au frais en cas d'urgence. Lors de rassemblements et sur Facebook, les Johnson ont affirmé que non seulement les garçons d'étage sont responsables de la mort de Kendrick, mais que le fils du shérif du comté de Lowndes, parfois ils disent son petit-fils, serait également impliqué d'une manière ou d'une autre. Mais le shérif Prine n'a même pas de fils ni de petit-fils, encore moins un fils ou un petit-fils au lycée LHS. La photo du visage post-mortem de Kendrick, rendue célèbre par ses parents, qui l'affichent sur de grandes pancartes lors de leurs rassemblements publics et la publient partout sur Facebook, est généralement le point de bascule qui pousse beaucoup de gens à être d'accord avec eux sur le fait que Kendrick a été battu à mort. La plupart croient que Kendrick avait cette apparence en sortant du tapis. La photo que les Johnson ont utilisée pour choquer montre Kendrick après l'autopsie, une fois que la peau de son visage a été retirée pour examiner les muscles sous-jacents. Qui a pris la photo et pourquoi, et comment les Johnson en ont eu possession, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu découvrir. Modifié. Lors d'une déposition de Kenneth Johnson, le père de Kendrick, il a été révélé que la photo avait été prise au funérarium par la famille Johnson elle-même, mais de façon intéressante, je pense personnellement que la deuxième photo semble beaucoup plus cohérente avec une agression que la première. À ce stade, j'épuise vraiment ma propre énergie et il est impossible d'énumérer chaque action douteuse des Johnson. Ils ont brûlé beaucoup de ponts dans leur quête. Ils n'hésitent pas à publier les adresses de personnes innocentes sur leur page Facebook. Ils ont même publié des photos de la grand-mère de 92 ans d'un camarade de classe de Kendrick avec la légende « La justice sera rendue ». Ce camarade de classe n'avait aucun lien avec Kendrick, les Bells ou le fils invisible du shérif Prine. Sa mère a simplement publié une correction à une autre affirmation qu'ils avaient faite sur Facebook. Ils ont dit que le révérend Rose avait volé l'argent qu'Al Sharpton avait aidé à collecter. Ils ont dit que la directrice du conseil scolaire avait personnellement placé Kendrick dans le tapis. Ils ont dit que personne de l'école n'avait assisté aux funérailles de Kendrick, alors qu'une douzaine de personnes y ont assisté et qu'un entraîneur a prononcé un éloge funèbre. La liste continue encore et encore. Mais malgré ce que les Johnson et leurs défenseurs veulent que le monde croie, les faits sont les faits. Et ces faits sont que le sang de Kendrick n'a été retrouvé nulle part en dehors du tapis. Aucune des deux autopsies n'a révélé de blessures défensives et les deux suspects ont des alibis en béton. Ce post s'intitulait « La mort de Kendrick Johnson n'est pas un mystère non résolu » et a été écrit par l'utilisatrice Reddit Thatcherman, mais au début. Je n'en ai lu que des extraits et je vous recommande vivement de lire le post en entier si vous voulez en savoir plus. Quoi qu'il en soit, même si j'aimerais pouvoir dire que la famille de Kendrick était en deuil et que c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu accepter la conclusion d'une mort accidentelle, je ne peux vraiment pas défendre leurs actions lorsqu'il s'agit de mentir ouvertement sur les détails de l'affaire et d'accuser à tort deux étudiants innocents de meurtre. La mort de Kendrick était absolument tragique, mais il n'y a aucune preuve suggérant que ce soit autre chose qu'un accident, et essayer de présenter cela autrement est, à mon avis, un manque de respect. Cette affaire aurait vraiment pu servir de leçon à d'autres pour éviter que d'autres décès ne surviennent de la même manière, mais au lieu de cela, elle a été exploitée. J'ai tout de même une certaine sympathie pour les parents de Kendrick. Ils ont quand même perdu un fils et je n'ose même pas imaginer à quel point cela doit être déchirant, mais malheureusement, leurs actions n'ont fait qu'apporter plus de souffrance. En 2010, Sam Ballard était un joueur de rugby de 19 ans qui vivait à Sydney, en Australie. Il aurait dû avoir toute la vie devant lui, mais il ne se doutait pas qu'une seule décision irréfléchie allait détruire son avenir. C'était le week-end et il y avait une fête chez son ami Jimmy. Ils buvaient tous du vin et discutaient quand une limace de jardin est sortie devant eux. L'un des amis de Sam l'a mis au défi de la manger et il l'a fait. Au début, tout semblait aller bien. Ils en ont tous ri et ont continué à s'amuser. Ce n'est que quelques jours plus tard que Sam a commencé à ressentir de fortes douleurs dans les jambes, puis des vomissements et des vertiges. Il est devenu faible et sa mère l'a rapidement emmené à l'hôpital. Au début, elle s'est inquiétée que cela puisse être les premiers symptômes de la sclérose en plaques. Son mari en souffrait, donc elle y pensait naturellement.
Quand Sam lui a dit qu'il avait mangé la limace, elle était sûre que cela ne pouvait pas l'avoir rendu malade, mais les médecins leur ont vite dit le contraire. Il s'est avéré que la limace était infectée par un ver parasite appelé Angiostrongyllus cantonensis, et lorsque Sam l'a mangé, il a également ingéré le ver, ce qui lui a causé la maladie du ver pulmonaire du rat. Comme son nom l'indique, le parasite s'installe dans les poumons des rats et est ensuite excrété dans les excréments. Lorsqu'une limace mange ses excréments, elle devient également infectée par le parasite. Lorsqu'un humain est infecté, les larves du ver ne traversent pas le tube digestif comme chez les rats. Elles peuvent se perdre et finir dans le cerveau où elles restent et peuvent provoquer une méningite à éosinophile, une inflammation des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière. Les symptômes de ce type de méningite incluent des maux de tête, une vision floue, des vomissements, de la fièvre, une raideur de la nuque, des picotements ou un engourdissement de la peau, ainsi qu'une sensibilité à la lumière. La plupart des cas sont généralement bénins et les patientes guérissent complètement sans traitement. Cependant, Sam n'a pas eu cette chance. Peu de temps après le diagnostic, il est tombé dans le coma pendant 420 jours. Lorsqu'il s'est réveillé, on lui a diagnostiqué une grave lésion cérébrale qui l'a laissé paralysé, incapable de manger sans sonde et à peine capable de bouger. Il ne pouvait plus aller seul aux toilettes, réguler sa température corporelle et souffrait de crises nécessitant une surveillance constante. Sa mère espérait qu'il pourrait un jour remarcher et reparler, mais au fil du temps, cela semblait de moins en moins probable. Il a fini par passer 3 ans à l'hôpital et lorsqu'il en est sorti, il ne pouvait toujours ni marcher ni parler, mais il pouvait utiliser un fauteuil roulant motorisé. Malgré l'incapacité de Sam à parler, sa famille et ses amis ressentaient toujours sa personnalité. Sa mère a dit, je cite, « Il est toujours le même Sam espiègle et il rit beaucoup. » Et Jimmy, son ami qui a organisé la réunion en 2010 où Sam a mangé la limace, a dit « Il est là à 100%, Tosca. Je me suis excusée auprès de Sam pour tout ce qui s'est passé cette nuit-là dans le jardin et il a juste commencé à fondre en larmes. Je sais qu'il est là. » Bien que ses amis et sa famille aient constaté une certaine amélioration de l'état de Sam au fil des années, comme le fait qu'il puisse tendre la main pour serrer la leur, malheureusement, il ne s'est jamais vraiment rétabli et il est décédé en novembre 2018, 8 ans après avoir mangé la limace. L'histoire de Sam sert de rappel tragique que nos actions peuvent avoir des conséquences très inattendues et ce qui semble être un défi inoffensif peut en réalité ruiner et raccourcir votre vie. J'adorerais lire vos avis dans les commentaires et vos suggestions pour de futures vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.